Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une historienne et un économiste avec un pari qui est de faire se rencontrer deux discours, deux problématiques autour de la question de la dette. Il y aura d'abord Florence Gauthier, historienne de la Révolution française, qui mettra la question de la dette d'Ancien Régime en perspective dans des problématiques que Benjamin Correa abordera ensuite du point de vue du XXIe siècle. Je vous remercie. Bonjour, je vais vous parler donc de la dette sous l'Ancien Régime. Elle a un caractère tout à fait remarquable, enfin j'espère le mettre en lumière. Voilà, alors je vous ai distribué un petit texte pour résumer certaines choses qui sont peut-être un peu, pas compliquées, mais enfin bon, inhabituelles. Et je vais commencer par la question rapidement, la question, parce que c'est très important, je pense, la question suivante. Le droit royal de lever des impôts est-il légitime à l'époque ? Pour comprendre cette question, il faut rappeler qu'au Moyen-Âge, les revenus du monarque étaient ordinairement ceux qui venaient du domaine royal, c'est-à-dire des droits seigneuriaux et des droits de la suzeraineté du roi. Donc c'était très limité. Et la levée des impôts pour une action précise était tout à fait exceptionnelle. Bon, dans le cas de guerre, dans le cas de la défense du royaume, l'impôt était appelé à ce moment-là une charge extraordinaire. Enfin, déjà, c'est intéressant de savoir que le mot extraordinaire va rester jusqu'à la Révolution et l'impôt va s'appeler l'extraordinaire, alors qu'il est devenu assez rapidement, à l'époque moderne, pérenne. Le consentement, cependant, s'imposait, et ça c'est vraiment important de le rappeler, il s'imposait comme une règle de droit. Et le roi devait convoquer, depuis le XIVe et XVe siècle, il devait convoquer les États généraux. Alors une date est à retenir ici, c'est la date de 1439. Les États généraux se sont réunis à Orléans et ils ont accepté que le roi obtienne seul le pouvoir de lever les impôts principaux pour faire la guerre, pour l'extraordinaire, c'est-à-dire la taille et les aides. Je reviendrai dessus tout à l'heure rapidement. Et c'était jusque-là des droits qui étaient uniquement des droits des seigneurs et de tous les seigneurs. Mais en 1439, donc, les seigneurs perdent ce droit qui est transféré au roi seul et qui va renforcer l'espace politique de la monarchie, bien évidemment. Alors, ces deux impôts, les aides et la taille, servaient à l'entretien des forces militaires et c'était devenu monopole royal. Et voilà. Mais les États généraux n'ont pas renoncé à leur droit de consentir l'impôt. Et si le principe de l'impôt était accepté, le montant restait à accepter, à consentir. Et c'est ce que Jean Bodin reconnaissait au XVIe siècle sur la formule suivante que vous avez dans le texte que je vous ai donné, pour pas que vous l'oubliez, parce qu'il est intéressant. 1580, Jean Bodin, dans les 6 livres de la République, précise la chose dans ces termes. Le roi n'est pas maître des biens de ses sujets sans leur consentement. Et puis, à partir du XVIe siècle, le roi, la monarchie, va essayer va s'opposer aux États généraux et va essayer d'éviter de les convoquer. Et la chose nouvelle est théorisée par le juriste Charles Loiseau. À la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, dont les œuvres ont paru en 1610 et qui s'oppose à Bodin sur le point suivant, qui est tout à fait clair, je le cite, vous avez sur votre texte, Charles Loiseau en 1610, « La souveraineté du roi lui permet de disposer des biens de ses sujets pour les besoins de l'État. » Alors concernant les impôts, c'est la thèse même de la monarchie absolue, ici, qui atteint son apogée sous Louis XIV. La monarchie donc va éviter de convoquer les États généraux tout au long du XVIIe siècle, jusqu'à la mort de Louis XIV en 1715. La régence va suivre, elle ne va pas plus les convoquer, mais elle va donner une espèce de lest à l'opposition parlementaire qui réclame le consentement des impôts. Alors, précisons que les parlements dans le Royaume de France n'avait rien à voir avec ce qu'on entend en Angleterre, c'était des cours de justice royale.
Et tout au long du XVIIIe siècle, il y a une opposition, une obstruction systématique aux lois du roi en particulier et à toutes les augmentations d'impôts. Ouais, en 1787, il réclame la convocation des États généraux et la monarchie, traversant une crise très grave, est obligée de les convoquer. Alors maintenant, je vais reprendre le point de la fiscalité royale de Louis XIV à Louis XVI. Je vous ai fait des tableaux. Les tableaux qui suivent sont repris de Pierre Goubert, L'Ancien Régime, tome 2, chapitre 7, L'Ancien Régime et l'argent. Alors vous avez le tableau des dépenses et des recettes de la monarchie de 1600 à 1780, tableau des dépenses, établi selon une moyenne annuelle de la période en millions de livres tournois, les chiffres sont arrondis à l'unité, et qui a été pondéré en tenant compte de la dévaluation de la livre avec son expression en tonnes d'argent fin pour qu'on puisse le pondérer et le comparer. Alors vous voyez les chiffres, de 1600 à 1609, les dépenses se montent à 18 millions de livres tournois. Dans la période suivante, 1661, 83, 98 millions. 1705, 1714, 228 millions. 1739, 40, 897 millions, avec les pondérations. 1770, 220 millions. 1788, 630 millions. Alors, pour les recettes, nous avons un tableau qui suit, pour des dates qui sont à peu près proches, pas tout à fait, mais à peu près proches. 1609 pour la taille, 15 millions. Pour la ferme générale des impôts, on n'a pas de chiffre. 1660-80, 35 millions pour la taille, 56 pour la ferme générale, un total de 91 millions. 1715, 40 millions pour la taille, 48 millions pour la ferme générale, au total 88 millions. 1780, 64 millions pour la taille, 127 millions pour la ferme générale, total 191 millions. J'ai précisé qu'une livre vaut l'équivalent de 20 sous, et le salaire journalier, pour donner une idée, le salaire journalier d'un manouvrier qui est à bas salaire est de 15 à 20 sous, c'est-à-dire presque une livre en général. 20 sous c'est à Paris, 15 c'est en province, disons grosso modo. Alors je vais vous parler rapidement des recettes. La taille royale, c'est un impôt direct qui est levé sur les biens et les revenus des roturiers. Il est perçu par feu. Le feu, c'est la maison où habite la famille avec ses terres et dépendances, et qui était l'unité imposable. Le montant global de la taille était à cette époque réparti selon des estimations présumées parce que la monarchie n'avait pas les moyens d'établir des vérifications cohérentes. Alors tout est estimé sur les biens et les revenus donc des roturiers. Les rôles de taille étaient dressés par le nom de chaque taillable, c'est comme cela qu'on les appelle, et les modifications sont également enregistrées à l'estime. La levée de la taille est donc rendue permanente depuis 1439 et elle a suscité des demandes d'exemption. Alors je vais très rapidement. Les demandes d'exemption ont été demandées par la noblesse qui s'est estimée exemptée car elle payait, paraît-il, en nature avec le service militaire, l'armée, mais ce n'était déjà plus vrai assez rapidement dans la période moderne et depuis le XVIIe siècle parce que le roi soldait les officiers nobles de l'armée et qu'il n'y avait plus une véritable noblesse qui devait un service militaire dans cette période. Mais la noblesse s'entête et elle continue de refuser l'impôt royal. Bien. La monarchie n'osa jamais la contraindre et ce n'est qu'avec la Révolution qui a permis donc de supprimer les ordres et les privilèges que la chose a pu être modifiée. Alors le clergé lui aussi refuse le principe de l'impôt royal, mais il accorde ce qu'il appelle lui-même le don gratuit au roi. C'est une expression qui souligne une fois de plus le consentement, mais enfin bon, voilà. Et puis les villes ont ensuite obtenu des exemptions d'impôt royal, et puis les officiers bénéficiant de la vénalité des charges annoblissantes, et par extension, tous les corps travaillant au service du roi ont reçu des franchises. Alors, toute une série d'exemptions. Je donne des exemples rapidement comme ça pour que vous ayez un peu une idée. Finalement, l'impôt repose essentiellement sur la paysannerie.
Alors, la perception de la taille, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir une petite idée. La perception de la taille était à l'origine du ressort des États généraux qui consentaient l'impôt. Et depuis le XIVe siècle, il y a des circonscriptions fiscales qu'on appelle généralités. Elles avaient à leur tête des bureaux de finances qui étaient subdivisés en élections qui étaient gérées par des élus. Et à une époque, au début de l'organisation de ces États généraux, il y avait une véritable élection, de véritables élus qui étaient chargés de quoi? De la répartition et de la rentrée des impôts. Il n'y a donc pas d'appareil étatique pour organiser la perception et la répartition et la rentrée des impôts. Alors, le roi a remplacé les élus au fur et à mesure qu'il a, accéléré la vénalité des charges. Et au XVIIe siècle, c'est l'intendant qui est devenu le représentant direct du roi dans les provinces et qui reçoit donc ce contrôle de la fiscalité directe. Alors, chaque bureau de finances recevait du Conseil du roi le montant global de l'impôt. Il le répartissait entre les élections, qui ensuite elles-mêmes le répartissaient entre les communautés villageoises. Et le système, dans les assemblées villageoises, restait du fait de ces assemblées. Les collecteurs élus par les assemblées villageoises étaient chargés de la répartition entre les imposables. Et ils remettaient la collecte au receveur de l'élection dont ils dépendaient. Bon, voilà, vous avez compris que la perception ici, pour ces impôts-là, est encore contrôlée en partie par les assemblées villageoises. Et elle témoigne de cette décentralisation élective médiévale organisée dans les États généraux. Alors, l'intendant va pratiquer au XVIIe siècle la confusion des pouvoirs en étant à la fois chef de l'administration, chef de la police et chef de la justice. Il était donc juge et partie, et cette confusion des pouvoirs était considérée comme abusive et despotique. C'est ça qu'on appelait le despotisme. La monarchie a essayé de créer des nouveaux impôts pour essayer de toucher les privilégiés. Elle n'y est jamais parvenue. Alors je passe rapidement, mais c'est important de savoir qu'il y a eu des batailles terribles à ce sujet. Je passe maintenant à la perception des impôts indirects, la ferme générale. La seconde source de revenus, c'était donc ce qui est devenu la ferme générale des impôts, et c'était constitué par les revenus du domaine royal, formés donc de ces droits de seigneurie, droits de suzeraineté, et puis des impôts qui étaient dits indirects. Alors il y a une série d'impôts indirects, des impôts sur le sel qui sont des impôts véritablement forcés, des traites sur les douanes intérieures et frontalières, avec des péages innombrables, donc voilà, on est en plein dans le système de l'Ancien Régime, et puis des aides, comme on les appelait, qui étaient des impôts perçus sur les entrées et les sorties de toutes les marchandises dans les villes, au poste d'octroi. Il est évident que ce système gênait la circulation des marchandises, c'est le moins qu'on puisse dire, haussait leur prix et a généré une contrebande absolument extraordinaire qui est extrêmement intéressante à connaître, évidemment. Il y a une contrebande formidable sous l'Ancien Régime et quasiment permanente et qui permettait précisément de quoi faire. Que faisaient les bandes de contrebandiers? Ils attaquaient les centres de perception des impôts, ils effrayaient, ils terrorisaient les agents du fisc, ils libéraient les prisonniers condamnés pour contrebande et pour dette, et ils détruisaient les dossiers des procès. Bon, donc ils avaient une activité extrêmement vaste, très importante. Alors, ces 4 types d'impôts dits indirects, ont été regroupés parce que le roi les administrait selon le système de cette ferme générale des impôts. Alors je vais l'expliquer. Le roi passait des contrats avec des financiers qui étaient appelés traitants et qui s'engageaient pour une durée déterminée à prélever l'impôt et à avancer le paiement global au roi. Prélever l'impôt, s'occuper de tout ce travail et avancer le paiement global. Les traitants prenaient en charge la perception. Le système était ancien, mais s'était transformé. Et sous Louis XIV, il est devenu le grand système de la monarchie de l'époque, le système de la ferme générale.
Et il concentrait les baux de fermage, de ce fermage général, dans les mains d'une association de financiers. Alors c'est l'échelle ici qui changeait, et la monarchie elle-même, c'est ça qui est important à saisir, je pense, vraiment, la monarchie, le roi, s'est associé à cet étroit milieu de financiers. Le système s'est constitué sous Colbert, et qui appartenait à ce milieu de grands financiers. Il a atteint son apogée au XVIIIe siècle et provoqué une crise financière sans précédent. Alors c'est encore la Révolution qui a dû trouver une solution à cette crise plus tard. Alors en 1726, le contrôleur général des finances, qui était le ministre le plus important de l'époque, en 26 c'était Fleury, réorganise les fermes générales et il essaye de les concentrer de la manière suivante. Le contrôleur général des finances passait un bail de 6 ans avec la compagnie des fermiers généraux. Le nombre de ces fermiers généraux a varié de 40 à 60 personnes. 40 à 60 personnes qui étaient des financiers associés entre eux. Ils avançaient chacun de l'argent sous forme de bail et se partageaient les profits. Le roi fixait le nombre des fermiers généraux qui recevaient un titre de noblesse et des privilèges. Et leur statut social était le plus élevé à l'époque, et ils étaient les amis et les créanciers du roi. Ils sont les plus proches du roi. Colbert était très proche du roi, par exemple, hein, et ils faisaient véritablement partie de la noblesse de cour. Pas seulement, mais ils sont au sommet de l'aristocratie, de la noblesse de cour. Chaque fermier général s'associait avec des croupiers, des gens qu'on appelait des croupiers, qui partageaient avec eux la perception et les profits, mais qui n'avaient pas d'existence officielle. Alors on ne les connaît pas, mais ils sont pourtant là. Bien. La place de croupier était très recherchée, et le roi lui-même, parce que ça c'est étonnant, le roi lui-même était croupier. Il faut le faire, hein, c'est intéressant. Louis XV était le croupier de 3 de ses fermiers généraux, et il plaçait ses protégés comme un cadeau à ce poste de croupier. Alors, ces fermiers généraux empruntaient à des particuliers qui formaient leur clientèle privée. Ces particuliers se recrutaient dans tous les milieux et ils étaient assurés de toucher un intérêt de 6,5%. 6,5%. Les fermiers généraux étaient à la fois des banquiers privés et des financiers, puisqu'ils maniaient l'argent du roi. Il n'était pas possible d'avoir un seul banquier au service de la monarchie à l'époque parce que les banquiers n'avaient pas l'assise suffisante pour pouvoir avancer l'argent royal. C'est pour ça qu'ils s'associaient avec d'autres personnes, hein. Alors pour organiser cette perception, la compagnie des fermiers généraux avait acheté l'hôtel des Fermes qui était situé à Paris, à côté de la Halle au Blé. On voit encore ses sièges. Enfin, elle était en partie détruite, mais enfin bref, voilà. Et ses bureaux étaient là, et elle surveillait un réseau de 228 directions, 181 recettes provinciales. En 1774, la ferme générale employait au total 30 000 commis permanents, hein, comme ça qu'on les appelait, 30 000 commis permanents, et une armée de 20 000 soldats, car les impôts ne rentraient pas facilement, il fallait les inciter par la répression, à cause aussi de la contrebande et de la résistance de la population. Alors une véritable bureaucratie s'était formée avec des corps hiérarchisés, recrutés sur concours interne. Les heures de bureau étaient de 8 heures par jour. Ah, voilà. Et les commis se fonctionnarisaient en quelque sorte dans ce système. La ferme générale était ce qu'on appelle une administration parapublique, et en effet, ses pouvoirs étaient une délégation de la puissance royale. Et tous les agents de la ferme étaient protégés par le roi et ses juges. Ils avaient eux-mêmes le droit de perquisitionner chez les particuliers ainsi que de réprimer. La ferme générale exerçait ainsi des pouvoirs publics tout en étant une administration privée relevant de ses banquiers qui étaient les fermiers généraux. Alors maintenant, troisième point, c'est l'emprunt. L'emprunt est le système de la dette proprement dite. Le tableau des dépenses et des recettes montre que, on l'a vu, les dépenses de la monarchie ne sont pas comblées par les recettes, de loin pas.
Et au XVIe siècle, l'emprunt, qui avait pris des formes diverses et variées, est difficile à organiser parce que les prêteurs n'ont absolument pas confiance dans le roi. Les intérêts des systèmes d'emprunt qui n'étaient pas directement par le roi, comme celui de l'hôtel de ville, les intérêts étaient payés sur les recettes fiscales. Alors, au début du règne de Louis XIV, le roi a pratiqué aussi essayé des banqueroutes pour annuler ses dettes, et on a inventé aussi un autre expédient, des emprunts forcés, qui recouvraient des formes variées. Je n'assiste pas, je passe. Et puis les emprunts aux banquiers, qui sont les emprunts principaux. Alors, c'est ce système donc de la dette. Et ce sont les mêmes fermiers généraux, c'est pour ça que je vous en ai parlé, je ne pouvais pas faire de ne pas en parler, c'est évident. Ce sont ces mêmes fermiers généraux de la ferme générale qui vont obtenir le monopole de l'emprunt royal. Ils prêtaient au roi à des taux bien souvent usuraires, 10%, qui s'ajoutaient aux intérêts prélevés dans la ferme générale des impôts. Voilà. Ces banquiers et fermiers généraux formaient tout ce monde de la finance. Ils étaient divisés en clans, ils rivalisaient entre eux pour obtenir le pactole des prêts au roi. Un pactole, bien évidemment. Ils étaient nombreux, car ils n'avaient pas, à cette époque, là non plus, pas encore, la possibilité de rassembler les fonds nécessaires en étant moins nombreux. Alors, le fonctionnement de la ferme générale permet de comprendre le système de la dette. Mais on n'est pas passé au... j'ai pas fini de lire le tableau. Bon, bah tant pis. Vous l'aurez lu. Non, il faut le lire. Le détail des dépenses en 1788, à la veille de la Révolution. L'armée représentait 165 millions de livres, soit 26% des dépenses. Les dépenses civiles, 145 millions, soit 23%. L'assistance comprise, très faible, 1,5% comme vous le voyez, l'instruction publique à 0,2%. Les dépenses de la Cour se montaient à 36 millions, soit 6%. Le service de la dette en 1788 est gigantesque. Il se monte à près de 50% des dépenses de l'État, dont un tiers pour ces fameuses rentes sur l'hôtel de ville. Et la dette en capital dépassait 4 000 millions de livres. Alors, le fonctionnement de la ferme générale permet de comprendre le système d'ensemble de la dette. Le roi et l'État se trouvaient de fait entre les mains de ces fermiers généraux. Et le système de la dette faisait passer au profit des fermiers généraux une part grandissante du montant des recettes de la monarchie. Ils profitaient ainsi d'un côté de la ferme générale des impôts indirects et de l'autre de la dette qui leur permettait de mettre la main sur les revenus que la monarchie tirait de l'impôt direct. Bon, des deux côtés. Et le système de la dette a été poussé jusqu'à ses extrêmes limites. Et dans les dernières années de l'Ancien Régime, ça a atteint des proportions qui sont catastrophiques. Alors, on mesure ainsi l'emprise du système de la ferme générale associé à celui de la dette et la dépendance dans laquelle se trouvait la monarchie. Et cette monarchie, de Louis XIV à Louis XVI, avait choisi librement ce système. Les rois l'ont très bien connu, ils étaient capables de le comprendre, de l'analyser, et ils ont cru en ce système. Ils étaient très proches de tous ses amis, ils vivaient tous ensemble. La monarchie s'était ainsi coalisée avec les capitalistes financiers de l'époque, comme on les appelait, et ils avaient réussi à réaliser un système complexe qui leur permettait de capter la totalité des revenus du royaume, et le roi lui-même en était le protecteur et le complice convaincu. Alors, il a existé des critiques sérieuses de ce système de la dette, je signale parce que c'est intéressant de le savoir. L'économiste Véron de Forbonnais, sous Louis XV, a exposé clairement les impasses du système. Il a proposé des alternatives, mais il n'a pu contrer ce qui était devenu le système même de la monarchie, et il a échoué.
Je vais le citer, Véron de Forbonnais, parce qu'il fait état de discussions qu'il a entendues en Angleterre sur la dette du roi de France et dont la critique est, vous allez voir, d'une certaine actualité. Lorsque les dettes publiques sont immenses, une grande partie des revenus que fournit à l'État le revenu général est nécessairement employée au paiement des intérêts de la dette. D'où il s'ensuit que le produit des terres et le travail des peuples est principalement employé à enrichir les usuriers et les gens pécunieux et non pas à maintenir le gouvernement. Il est donc indispensable de libérer l'État de ses dettes. Et là, c'est encore une fois donc la Révolution qui a supprimé ce système de pillage des finances publiques et trouvé d'autres solutions. Je précise enfin, pour terminer, que les fermiers généraux ont tous été mis en accusation d'un période révolutionnaire et ont tous été condamnés à peine de mort. Voilà, j'ai terminé.